Dans cette logique d'explosion de la donnée, on a un témoignage qui va suivre, donc Monsieur Borel, du l'IFPEB, si vous voulez bien me rejoindre. Vous êtes un observateur privilégié de tous ces enjeux aujourd'hui d'analyse, d'études, donc à vous la main pour présenter l'IFPEB, et puis merci. Merci, bonjour à tous. Alors, vous pouvez l'applaudir, je ne sais pas, vous l'avez fait déjà, mais voilà. L'IFPEB est un institut français pour la performance du bâtiment. Nous avons des programmes de travaux très techniques sur l'environnement, sur l'énergie, sur l'ISR, investissement socialement responsable appliqué à l'immobilier, et un point particulier, un amour pour un sujet particulier qui est la transition énergétique du parc tertiaire existant. Vaste sujet qui nous occupe depuis longtemps. Et donc, aujourd'hui, effectivement, en tant qu'observateur du tertiaire, je vais essayer de brosser le moment dans lequel se trouve notre profession sur le plan de la transition énergétique. Et je vais développer deux axes. L'axe opérationnel, les difficultés opérationnelles que rencontrent les gens qui sont à la manœuvre de grands patrimoines. Et d'un autre côté, le côté alors sociologique qui est dans le titre de la présentation, c'est comment les gens se mettent en route sur le sujet, pourquoi, et finalement, qu'est-ce qui met en route un état-major dont le métier n'est pas de faire de l'efficacité énergétique sur l'efficacité énergétique, et qu'est-ce qui se met en route au niveau du terrain, dans les vrais bâtiments, avec les vrais gens qui habitent dedans, quand ça marche, quels sont les moteurs qui sont à l'œuvre quand ça marche. Donc il y a deux pans à l'action, le pan technique et le pan de la désirabilité de cette transition énergétique. Je vais donc démarrer par le point d'actualité réglementaire, pauvre actualité réglementaire, parce que je pense que ça intéresse quand même pas mal de monde. Effectivement, on était plusieurs à avoir imaginé que la réglementation devait, en 2012, donner un signal intéressant à tout le tertiaire, se donner rendez-vous en 2020 et dire faisons moins 25% d'économie d'énergie. On avait tous dans nos tablettes calculé que c'était soutenable, que c'était possible. Le législateur s'est laissé un peu de temps, le décret n'était pas très bien écrit, il a été attaqué, il est actuellement suspendu, on ne sait pas s'il va être annulé définitivement, en tout cas effectivement, il y a des erreurs d'écriture et une première échéance à 2020 de moins 25% qui est inapplicable suivant le Conseil d'État pour un rendez-vous dans 2 ans et demi, faire moins 25%. Certains ont pensé découvrir le texte, se sont un peu surpris de devoir faire moins 25% en 2020 et donc l'ont débouté. Peu importe, le sens de l'histoire, c'est la loi de transition énergétique, c'est moins 60% 2050 pour le tertiaire et une étape de moins 40% 2030 qui est la loi de transition énergétique pour tout le tertiaire national, confirmée par le paquet Clean Energy for Europeans de l'Europe qui est actuellement en discussion. Donc ça, c'est une échéance que vous pouvez tenir comme étant gravée dans le marbre. Et en tout cas, la profession doit déjà avoir ça en tête. N'empêche, pour faire moins 40 en 2030, il faut déjà s'y mettre tout de suite. Toutes les dispositions du décret qui étaient, il fallait faire de l'étude énergétique en utilisant des audits existants ou les audits de la loi SRU, etc. Tout ça, c'est parfaitement repris. En revanche, il y avait un objectif unique pour tout le tertiaire national qui était de moins 25%, moins 25, moins 40. Il y a une idée peut-être de donner un dosage différent pour les hôpitaux qui ont un monde tout à fait différent et plus difficile, les centres commerciaux, etc., qui est une progression par secteur et pour les assujettis. Donc voilà cette actualité, mais le problème c'est que pour passer tout ça, actuellement le gouvernement étudie la manière de passer des ordonnances. Ils ont essayé un véhicule législatif à l'été qui n'a pas fonctionné, donc peut-être que dans les lois rénovation et les lois logement, il y aura un cap réglementaire qui passera. En tout cas, le gouvernement pourra se donner le loisir de travailler par ordonnance sur ce sujet-là aussi. Voilà pour l'actualité réglementaire, mais c'est tiré par un dispositif pionnier et nous, on a la chance d'être les secrétaires techniques d'une action qui a démarré en 2013, justement dans le vide de l'action publique. Il y a 104 signataires, plus de 80 millions de mètres carrés de propriétaires tertiaires qui sont engagés dans la charte du plan bâtiment durable. Et on est avec l'Observatoire de l'immobilier durable, l'OID, on est secrétaire technique, c'est-à-dire qu'on étudie, on est en dialogue avec les signataires et on regarde ce qu'ils font pour de vrai, pour faire la transition énergétique de leur parc, et on en fait l'étude annuelle. Eh bien, 3 ans après, en 2016, on s'est donné rendez-vous et on a donc étudié
étudier, envoyer une lettre à ces 104 signataires, savoir où ils en étaient 3 ans après la signature de la charte, à l'époque avec les ministres. Eh bien, sur 104 signataires, il y a eu 37 répondants qui ont donné, et il y en avait 21 en fait, 21 sur 104, qui connaissaient un triptyque très important quand même pour gouverner une entreprise sur la transition énergétique. Le triptyque, j'ai une référence, c'est-à-dire je sais combien mon parc consommait en 2010, ça doit être l'année de référence la plus commune dans les signataires. Je sais quel est mon objectif et je sais où j'en suis de cet objectif. Il n'y avait que 21 répondants sur un très grand nombre de signataires. Et donc, 21 répondants, c'était 57% de l'échantillon qui savaient où ils en étaient. Les autres étaient en train de travailler justement à définir ces objectifs, définir leur ligne de base, savoir d'où ils partaient et savoir quel était l'effort qu'ils devaient imprimer à leur parc, suivant un schéma un peu dégressif. Il y en a qui avaient déjà leurs objectifs, mais qui ne savaient pas dire en 2016 où ils étaient, etc. Donc, mais 21 avaient le triptyque et savaient répondre à notre enquête. Et ça, c'est juste pour savoir leur degré d'avancement. C'est simplement, vous avez l'objectif qui se sont donnés sur des parcs, 40% à gauche. Hein, et puis en rouge, vous avez en 2016 qu'ils avaient réalisé de leurs objectifs d'économie d'énergie. Et le point vert, alors c'est un test d'acuité visuelle pour ceux qui sont au fond de la salle. C'est savoir où est-ce qu'ils en sont de la période qu'ils se sont donnée. C'est-à-dire que si on est à 100% de sa période, c'est qu'on a grillé tout le temps qu'on s'était donné pour atteindre l'objectif. Certains sont à 100% tout à droite et ont dépassé leurs objectifs, mais ils s'étaient donné des objectifs faibles. D'autres sont à 70% de leur temps, mais n'ont fait que 10, 15 ou 20% de l'effort. Le plus grand parc, je peux le nommer SNCF Immo, avec une facture énergétique de 150 millions d'euros. Et l'ensemble, effectivement, des 104 signataires, c'est environ 80 millions d'euros. Hier, nous avons re-signé avec le plan bâtiment durable et 15 nouveaux signataires sont entrés. J'imagine qu'on va bientôt flirter avec les 100 millions de mètres carrés. La première difficulté qui a été remontée dans le rapport qu'on a pu faire, c'est la difficulté d'avoir cette image énergétique du parc qui était hétérogène. La médiocre fiabilité des comptages, la difficulté d'obtention des consommations locataires de la part des propriétaires, c'est une question lancinante et qui oblige à un travail continu de dialogue avec les locataires. La multiplicité des sources d'information, les audits, les DPE, d'informations, il y en a partout. Et le traitement de la donnée qui est chronophage, on a démontré que le stagiaire était la puissance de calcul la plus universelle chez les signataires de la charte. Et le tableau Excel. Oh oui, bien sûr, il va avec. Il est vendu avec, ça. Alors, une autre information, c'est qu'on s'est intéressé dans un travail qu'on a fait pour la Fondation Bâtiment Énergie à quels étaient les dispositifs que les gens déployaient. Et donc, ça, c'est l'idéal type des architectures qui ont été développées il y a 4-5 ans, dans lequel on souhaite qu'un système de surveillance, de mesure, de vérification pour un parc, sur un bâtiment, vous donne une surveillance de la conduite des équipements, une surveillance des systèmes, que ça puisse travailler avec les cols bleus qui vont recevoir un SMS quand une vanne est en panne. Mais derrière, on va pouvoir mettre de l'automatisme pour créer du reporting qui peut être local vers un energy manager ou en pointillé un télégestionnaire. Et on imaginait qu'en additionnant ces couches qui allaient directement du physique du terrain, on allait pouvoir avoir une supervision pour le gestionnaire de parc et surveiller la trajectoire du parc. Certains sont rentrés là-dedans. Le cahier des charges fonctionnel pour mettre en place ça, c'est véritablement d'avoir de l'énergie management de terrain et tous les étages. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'il y en a d'autres qui faisaient différemment pour remonter cette information. D'autres qui ne veulent pas les intermédiaires. Ils souhaitent absolument avoir du matériel qualifié sur site qui va fonctionner. Mon lycée ne peut pas tomber en panne et être en panne de chauffage le lundi matin. Donc le col bleu doit directement être en action le dimanche pour réparer. En revanche, je crée une surveillance de parc avec de l'accès à la donnée Enedis, la donnée GRDF, la donnée de comptage. Et beaucoup se sont équipés. Ça, c'est l'image d'un parc public de plus de 480 bâtiments. Voilà. Donc voilà les architectures qui sont mises en place. Et on a vu que c'était le grand combat des signataires de la charte. Excusez-moi, dans l'autre sens.
Voilà. La deuxième difficulté, c'est pour ceux qui sont avec un régime c'est les relations bailleurs-locataires. Et là, on rentre dans que faire ensemble. Et on a demandé aux propriétaires ce qu'ils pensaient de l'engagement de leurs locataires. Alors les propriétaires qui sont dans la charte tertiaire sont des propriétaires engagés et ils pensent qu'il n'y a que 6% de leurs locataires qui sont engagés, 19 qui sont proactifs, donc vous avez 25% d'espoir. Le reste, c'était le ventre mou des neutres à 60%. Et vous avez 14% de locataires qui ne veulent absolument pas entendre parler du sujet. Et pourtant, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour les comptages, on a besoin d'eux pour imaginer des plans d'amélioration ensemble, on a besoin d'eux pour les engager. Les difficultés ensuite, c'est les variations de périmètre de parc pour ceux qui vendent et transactionnent beaucoup. Les coûts, bien sûr, parce qu'à un moment, il faut mettre un peu d'argent dans le sujet. Par contre, la petite note d'espoir, c'est que est-ce que vous estimez que 25% sur votre grand parc, c'est possible ? Il y a au moins 50% d'optimistes, d'autres qui pensent que ça va être difficile, qui vont passer. Et est-ce que votre stratégie est adaptée à cette trajectoire ? Elle est compatible au décret pour 54%, et certains revoient leur stratégie énergétique, la redéfinissent. Certains doivent la revoir complètement, étant donné les annonces qui avaient été faites dans le décret tertiaire. Par contre, ce qu'on a mesuré, c'est l'effet charte. Quelqu'un qui signe la charte, il y a une dynamique, l'état-major est au courant, le président de l'entreprise est au courant, il y a des crédits qui sont débloqués pour la transition énergétique au sein des départements de maintenance, et on commence à savoir se suivre sur l'efficacité énergétique. On a le rendez-vous de reporter ces chiffres, et c'est tout à fait structurant. Donc l'effet charte, c'est quand même que des états-majors et que des entreprises s'engagent et avancent. Et c'est pour ça que j'invite le maximum d'entre vous, ceux qui ne l'ont pas fait, à signer la charte tertiaire avec le plan bâtiment durable et engager leur bâtiment dans cette dynamique-là. Et pour passer directement au niveau bâtiment, alors je ne vais pas vous faire l'article du concours Cube, mais c'est un petit concours qu'on avait démarré justement à la demande de quelques directions immobilières qui souhaitaient véritablement que les gens sur le terrain, le facility manager, les utilisateurs du site, les personnes à la technique et peut-être éventuellement un bureau d'études qui vient les assister, qu'ils changent les choses et qu'ils obtiennent les pourcentages d'économie d'énergie les plus rapides en peu de temps. Et pour donc des grandes directions immobilières qui avaient du mal à toucher le terrain, ont co-créé ce concours qui a très très bien fonctionné. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a un principe qui a été redit ici, c'est parce qu'on a posé sur la table un sablier, vous avez un an pour faire tout ce qui est possible de faire, et on a déposé sur la table aussi un compteur. Voilà. On a mis un compteur, on a dit voilà où vous en êtes, où vous en étiez dans les 3 années passées sur le bâtiment, et vous avez un an pour faire tout ce que vous pouvez brainstormer ensemble sur l'efficacité énergétique. Et là sont sorties des tonnes de choses du chapeau, mais il y avait un principe simple, il fallait que les gens connaissent leur situation initiale et sachent où il allait. Alors après c'est un concours, on peut s'amuser, on peut gamifier l'énergie, et puis si on peut s'amuser avec l'efficacité énergétique, nous on pense qu'on n'est pas loin d'avoir gagné sur le sujet. Donc le principe c'est, pour le prochain, il y a une édition en cours avec 236 bâtiments, l'année prochaine ça redémarrera au 1er juillet, on est très heureux d'avoir la confirmation que l'État revient avec 50 bâtiments, donc l'État s'applique cette médecine pour bouger ces bâtiments. Un certain nombre de grands opérateurs ont confirmé qu'ils seront du voyage, et donc on est reparti pour un tour l'année prochaine. Les résultats, 12% en un an sur l'échantillon passé. Je ne peux pas donner les chiffres actuels du concours actuel, mais on est sur une trajectoire extrêmement optimiste, comme quoi il suffit de s'y mettre quelque part et de catalyser le mouvement sur le terrain. On trouve des économies. Le numéro 1 était à 38% l'an dernier. 38% en un an, on n'y croyait pas. Alors on a fait un audit, on leur est tombé dessus pendant une journée, on a épluché, on a visité, on a essayé de comprendre, et on atteste que c'est vrai. Ils ont résolu des situations d'inconfort, ils ont vraiment engagé les 80 personnes sur site dans l'amélioration de leur bâtiment. Et ils ont fait un peu de régulation, un peu de relamping LED, etc. Mais il y avait un gros problème fondamental. En fait, les gens qui étaient proches des parois froides avaient très froid, ils soufflaient un air à 25 degrés. Et donc, ils ont repaysagé un peu les bureaux pour que les gens n'aient pas froid et acceptent une température d'air à 21 degrés. Voilà, 38% d'économie d'énergie, il suffisait d'y penser.
Donc voilà un peu les sujets qui sont trouvés pendant cette année d'efficacité énergétique super accélérée, par effet concours, et voilà les résultats que ça donne. Alors, nous, on s'intéresse beaucoup au sujet de la sociologie de l'énergie. C'est finalement un thème qui... Tout le monde aimerait faire des choses dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais comment faire lorsque l'organisation, c'est le 13e objectif du responsable développement durable, c'est le 3e objectif de la personne qui est sur site, etc. Mais finalement, on voit bien que ça ne prend pas. Le jeu ne prend pas véritablement. Donc nous, on étudie cet effet-là et on remarque qu'en créant l'opération coup de poing d'une année, que ce soit Cube ou que ce soit autre chose, on trouve des véritables portes pour ça. Il y a un aspect team building, je vous le passe, si on peut s'amuser. Ça, c'était le bâtiment, je le passe, qui a été primé. Et donc, l'important, c'est d'organiser un équipage avec les techniques, avec les gens qui sont à bord. Et nous sommes les organisateurs de la régate. Pour finir, On va vous prendre au mot, on va venir sur le bateau, en fait. Hein, mais allons-y, partons ensemble. Pour finir, avant on écrivait l'efficacité énergétique comme ça. Je parle devant beaucoup de spécialistes et on disait on s'améliore sur les usages, on s'améliore sur l'exploitation, on s'améliore sur le bâti. Aujourd'hui, on le réécrit grâce à nos sociologues. On se dit, Cube, c'était ça. On se disait, ben voilà, maintenant usage et exploitation. Nous, on s'est rendu compte que le grand gisement d'économie, c'est quand les deux se parlent, quand les gens sur site règlent le bâtiment autour du nouveau point de fonctionnement et qu'on décide ensemble de re-régler le bâtiment avec des améliorations. Les utilisateurs ont du bon sens, ils vont dénoncer un certain nombre de situations. L'exploitant n'avait pas l'idée de les modifier et ils vont se mettre d'accord sur un nouveau point nominal de fonctionnement. Il y a des gens qui interviendront après moi qui sont passés dans Cube et qui ont véritablement appliqué ce remède sur leur bâtiment avec des 10, 15 et des 20% à la clé en un an. Donc oui, il y a un aspect sociologique à l'efficacité énergétique sur le terrain. C'est bien dans vos organisations de mettre sur la table un compteur et un sablier. Le bâti, c'est pour ensuite, ce sera pour les plans pluriannuels de travaux et le reste. Voilà. Donc, parlons de désir, il y a la réglementation, elle arrivera, soyez sûr qu'elle arrive, ça c'est sûr, elle arrive. Mais le plus important, c'est pour s'engager au niveau de l'entreprise de manière désirable, vous avez actuellement la charte tertiaire du plan bâtiment durable, Cube ou votre Action Énergie, mais faites fort, faites vite sur vos bâtiments. Moi je tiens l'espoir que l'ensemble du tertiaire, 1000 millions de mètres carrés, peuvent faire 25% dans les 3 ans qui viennent en s'y mettant et en retroussant ses manches. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous. Alors, je suis un peu étonné quand même des chiffres. Alors, je sais que la France est un des pays au monde où l'énergie est la moins chère. Ceci dit, beaucoup se sont engagés. C'est étonnant de voir que l'économie perceptible de cet engagement soit aussi peu entendue en fait, par l'ensemble des exploitants. Est-ce que l'économie potentielle avec cet engagement d'énergie pourrait être plus incitative ou les motiver à aller plus pour faire de l'économie, tout simplement? On ne les trouve pas assez engagés malgré l'économie potentielle. Les exploitants? Oui, tout à fait. Les exploitants aiment bien être rémunérés pour les économies qu'ils rapportent, ça c'est un premier sujet. Oui. Donc, par contre, ils savent le faire, c'est clair. Mais on a, nous, des retours d'expérience d'exploitants très engagés qui ont obtenu et qui ont fait gagner dans le concours leur bâtiment. C'est l'exploitant qui, un jour, est revenu en disant « Ok, on est dans une période très accélérée, il faut gagner Cube ». Et ils sont revenus avec une liste de choses. Ils connaissaient par cœur le bâtiment. Ils sont revenus avec une liste d'améliorations techniques de ROI inférieur à 2 ans. Mais jusque-là, ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils étaient dans un contrat de fonctionnement en obligation de moyens et pas de résultats. Et puis un jour, leur maître d'ouvrage leur a dit « Toi, tu connais par cœur le truc. Tu me dis tout ce qu'on peut faire dans le bâtiment. » Voilà. Et donc, ils ont réussi, il y en a certains qui ont réussi à faire des progrès, des 20, des 30% sont arrivés via les exploitants. Il y a d'autres endroits où ils sont moins engagés, et c'est au maître d'ouvrage, éventuellement avec des conseils extérieurs, de réveiller tout ce jeu-là et d'aller chercher ces économies d'énergie. Et l'utilisateur n'a pas encore pris le pouvoir de dire « Je veux gagner de l'argent, enfin en tout cas économiser dans mes dépenses, pas assez en tout cas ». Chez l'utilisateur, vous êtes toujours 1 ou 2 personnes, au moins celui qui paye la facture, qui est parfaitement sensible à ce que vous dites. En revanche, le sujet, encore une fois, c'est d'engager l'ensemble de l'entreprise dans cette démarche-là, de trouver des outils
pour engager l'entreprise là-dedans. Et alors, il existe des outils extrêmement formels. On peut passer son entreprise en ISO 50001, mais c'est de la qualité. Hein, donc, c'est quelque chose qui est moins dans le jeu désirable, etc. Il y a pas mal de gens qui développent des programmes internes qui vont dans le sens de Cube, enfin, qui sont des animations, etc. Mais ça reste un sujet difficile, ça reste un sujet, hélas, trop peu regardé. Voilà. Je vais inviter Pierre Vidal, directeur associé d'Énergisme, à me rejoindre. Alors Pierre, comment vous accompagnez ces clients pour les aider au quotidien? Merci pour la transition. Non, moi je voulais faire un constat, donc juste après ce qu'a dit Cédric et ce qu'avait introduit Thierry, c'est qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une source de données totalement hétérogène chez tous les acteurs du bâtiment, du tertiaire, du retail, mais également de l'industrie et même des exploitants, parce que les utilities, on a la chance d'avoir des partenariats et aussi des clients de ce secteur-là. Et on se rend compte aujourd'hui que la donnée, elle est difficile, et l'introduction de Microsoft était assez parlante pour nous, c'est de dire il y a de plus en plus de données, il y a plus de données hétérogènes, et donc on est parti d'un constat simple, c'est qu'on a parlé à beaucoup d'acteurs, beaucoup de clients, on a voulu faire un constat pour comprendre leurs besoins et essayer d'y répondre au plus près et au mieux, tout en co-construisant au fil de l'eau et au fil des années pour nos partenaires sur le long terme. Donc le premier constat qu'on a fait, c'est que comme celui qui paye la facture connaît sa consommation, on a dit il y a des multitudes de factures aujourd'hui, et sur ces factures, il y a beaucoup de données. Donc la première innovation qu'on a créée chez Energys, c'est de dire on va reconnaître l'ensemble des factures, parce que le fameux stagiaire et le fameux tableur Excel que tout le monde a, et je pense que dans la salle, tout le monde le connaît, c'est de dire comment on va les aider à plutôt analyser ces données-là, et la saisie chronophage, on va essayer de l'oublier. Donc on a dit voilà, on va créer un outil qui reconnaît l'ensemble des factures d'énergie. Alors qu'est-ce que ça veut dire qui reconnaît les données? C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre une facture PDF, la glisser sur mon dashboard et automatiquement, elle va être rangée sur le bon bâtiment, sur le bon point de livraison et en ayant extrait non pas juste des kilowatts ou des euros, parce qu'en général, c'est ce qu'on demande aux stagiaires parce que c'est long, on va tout prendre. Donc ça soit bien entendu les dates de facturation, mais également les heures de pointe, les heures creuses. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est part variable, fixe, les taxes, ainsi de suite, on va récupérer toutes ces données pour consolider l'ensemble. Une fois qu'on a fait ça, on va savoir quel bâtiment consomme le plus, on va pouvoir créer un benchmark de ces bâtiments-là, et on va dire, voilà, il y a des capteurs, il y a de la donnée. Aujourd'hui, il y a des GRD qui fournissent aussi des données, mais il y a des compteurs qui sont déjà instrumentés, il y a des acteurs qui font ça très bien, il y a différents réseaux. L'idée, c'est de dire, on va donner l'occasion à nos clients, partenaires, de récupérer tous ces objets connectés. Donc on parle beaucoup d'IoT aujourd'hui, mais historiquement, je pense que tout le monde connaît le machine-to-machine, les gateways qui remontent les capteurs, et tout ce qui est GTB, GTC. Donc on va récupérer toutes ces données-là pour les centraliser. Et ensuite, en bas, on voit ce qui est important pour coupler au fameux fichier Excel qu'on va essayer de rendre dynamique, c'est de coupler l'ensemble des outils internes à une organisation. C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui ont des ERP, des CRM, des GMAO, des GPAO, et il y a une mine d'informations dans ces outils-là, que ce soit des surfaces, un nombre d'utilisateurs, et l'idée c'est d'agréger l'ensemble de ces données et de les centraliser tous ensemble. Donc on voit le fameux nuage cloud au milieu, ça va être vraiment notre outil de centralisation de toutes ces données une fois qu'on les a collectées, donc de sources de données totalement différentes. Et c'est là où Microsoft a introduit avec toutes les briques technologiques qu'ils vont mettre à notre main pour qu'on utilise, et développer tous les outils d'intelligence, nos propres algorithmes de restitution, pour derrière restituer de façon la plus simple tout ce que voudraient voir des utilisateurs et s'adapter à un écosystème totalement différent. Parce que, comme tu le disais Cédric, l'acheteur énergie va être très orienté coût du kilowatt, mon contrat, combien j'achète, mais il ne sait pas forcément quel bâtiment consomme quoi. Et il y aura peut-être un energy manager, ou peut-être qu'on va pouvoir faire monter le stagiaire en compétences et qu'il comprenne comment fonctionne un bâtiment et l'énergie dans son organisation. Et donc il y aura des tableaux de bord dédiés. Et la volonté chez Energys, vraiment, une fois qu'on a vraiment fiabilisé la donnée, collecté la donnée, c'est de la rendre le plus intelligent possible et une restitution vraiment dédiée à chacun des utilisateurs d'une organisation. Et ça, pour nous, c'est primordial. Ça peut être, aujourd'hui, chez Microsoft, on a un Energy Manager ici qui va avoir sa vision Energy Manager, mais ça peut être tous les collaborateurs qui vont être informés qu'aujourd'hui, il y avait tant de personnes, et on vous remercie d'être aussi nombreux dans la salle, et qu'il y a eu un surplus de consommation pendant 3 heures parce qu'il y avait toutes ces personnes-là. Mais lui, on lui parlera peut-être moins énergie, et ça sera peut-être de la gamification ou des widgets qui pourront lui parler plus. Un Paris-New York, un avion, une piscine ou un nombre de bains qu'il aurait pu économiser. Donc c'est vraiment notre volonté, c'est de dire on va apporter toute cette collecte, toute cette centralisation de données pour que tous les acteurs, quels qu'ils soient dans une organisation, puissent utiliser au mieux leurs données d'énergie.
Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à Cyril sur Cube 2020 ou comment on s'inscrit